Minuit en soi, chronique d'une épouse qui traverse la ligne. Je m'appelle Élise, j'ouvre le matin un minuscule atelier d'horlogerie sous la verrière du passage du Grand Cerf. L'endroit sent l'huile fine, le bois ciré et la poussière dorée des ressorts. On vient chez moi pour faire renaître des secondes opiniâtres, pour réapprendre à une montre à dire maintenant sans bégayer. J'aime cette modestie, je ne fabrique pas du temps, je le remets d'aplomb. Mon mari, Thomas, vend des idées pour des marques qui n'ont plus grand-chose à vendre. Il revient tard, la cravate défaite avec science, des mots comme activation et storytelling collés à sa langue. Dans notre appartement, les horloges retardent exprès un caprice du métier, dit-il en riant. La vérité, c'est que je préfère choisir moi-même les minutes que je perds. La première alerte n'a pas fait de bruit. Un samedi, j'ai trouvé dans la poche intérieure de sa veste un reçu froissé d'un bar d'hôtel près de la gare de Lyon, 2 verres de vin blanc servis à 23,41 h, un parfum de tubéreuse accroché au tissu comme une allumette éteinte. Je me suis assis au bord du lit, j'ai posé le bout du ticket sur ma langue, ça avait le goût du métal et de la pulpe sucrée. Une preuve ne répare rien, elle calibre seulement la suite. Je n'ai rien dit. Mes mots travaillent mieux quand je les garde quelques jours à l'établissement. Le lundi suivant, Ilan a poussé la porte de mon atelier. Il portait une montre de poche héritée de son grand-père, un boîtier en argent blessé par une chute. Ilan est photographe, il a des mains calmes, tachées par endroits du noir brillant de ses pellicules et ce regard patient des gens qui cadrent avant de juger. Elle ne se remonte plus, dit-il. Je voudrais qu'elle respire à nouveau même si c'est pour la garder dans une boîte. Je lui ai promis le jeudi. Il a hoché la tête comme s'il savait déjà que je tiendrais parole. Je me suis surpris à attendre ce jeudi. Ilan a le pas silencieux de ceux qui arrivent sans réclamer la scène. Il sent le café clair et le linge sec. Quand il a souri, j'ai senti un endroit oublié dans ma nuque s'ouvrir, un minuscule volet qu'on n'avait pas visité depuis longtemps. Thomas, ce soir-là, a prétendu un dîner avec des clients charmants mais collants. En débarrassant la table, j'ai vu son téléphone s'allumer dans l'ombre avec un message qui n'a même pas pris la peine d'être discret. Tu me dois un week-end sans montre. J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas jalouse des femmes, je le suis des phrases qui savent où se poser. Sans montre, j'ai ri tout bas, un rire qui a le goût du fer. Dans notre lit, j'ai tourné le dos, j'ai compté ses respirations et j'ai pensé à une montre de poche qui cherchait son tic. Le jeudi, il en est revenu. Je lui ai rendu le boîtier poli, le ressort recadré, le tic-tac remis dans sa voie. Il a collé l'oreille à l'argent, a fermé les yeux comme on embrasse un souvenir. On dirait un cœur qui accepte de repartir, a-t-il murmuré. Je lui ai montré le minuscule éclat de verre coincé sous la lunette, je lui ai expliqué comment les chocs s'installent. Il m'a écouté sans regarder l'heure. Avant de partir, il a posé une boîte de pâtisserie sur mon établi. Merci de lui avoir rendu le présent, dit. On s'est revus parce que la vie ment rarement quand elle sait ce qu'elle veut. Il m'a proposé de passer à son studio près du canal. Il photographiait une danseuse à la sortie de sa répétition. Il avait besoin d'un regard pour vérifier l'équilibre. J'y suis allée un mardi de pluie claire. Le studio sentait la craie et la peau chauffée. La danseuse a levé les bras et toute la pièce s'est tue. Il en se tenait à distance, ses doigts ajustant la bague de mise au point avec tendresse. Il m'a tendu l'appareil pour que je regarde, mes doigts ont frôlé. Quand j'ai rendu l'appareil, son pouce est resté une seconde en travers de ma paume, une seconde entière, compacte comme un fruit mûr. Rien n'a débordé. Le soir, je suis rentrée le visage lavé par des gouttes qui n'étaient pas de la pluie. Thomas, de plus en plus, parlait de campagnes à finaliser les vendredis. Il se douchait longuement à des heures qui ne lui ressemblent pas. Un soir, l'eau coulait encore quand il m'a demandé, la voix haute pour couvrir un tremblement, si tout allait bien. J'ai répondu oui avec la neutralité des bilans médicaux. Puis j'ai glissé ma main contre sa colonne en lui rendant sa serviette, sa peau a frissonné. J'ai eu la sensation de toucher un objet fragile, un objet que je ne réparais plus. Avec Ilan, tout était différent et pourtant personne n'appuyait sur l'accélérateur.
Il m'envoyait des photos de choses minuscules, la craquelure sur un mur où s'était réfugiée une lumière d'après-midi, l'ombre de mon front réfléchi dans la montre de son grand-père, un coin de drap froissé qui ressemblait à une vague. Je répondais par des mots courts pour ne pas casser le dessin, oui, encore, là, il en savait lire l'espace entre ses syllabes. Une fois il a écrit « Tu veux que je t'apprenne à regarder le monde comme si tu ne le... » La première fois, j'ai trahi en plein jour. Il en m'avait proposé un déjeuner sans promesse, un simple plat de pâtes dans sa petite cuisine où pend une branche de laurier qui sèche. La fenêtre était ouverte sur une cour au silence sérieux. Il m'a demandé si je voulais du vin, j'ai dit non. Il a souri, l'eau a toujours meilleur goût quand elle sait pourquoi on l'a choisie. Nous avons mangé les genoux presque joints. J'ai ri d'un rien et mon rire m'a surprise par sa jeunesse. Il a posé la main sur la table, paume en l'air. Ma main. Un rien d'obscène, la pièce nous regardait sans cligner. Il m'a embrassé une seconde fois plus longtemps avec ce respect qui ne s'excuse pas d'être précis. Mes mains se sont glissées dans ses cheveux par réflexe, j'ai senti son sourire s'ouvrir sous le baiser. Quand nous nous sommes éloignés, j'ai posé le front contre son épaule. La vapeur de la casserole restait suspendue au-dessus de l'évier, ça sentait le laurier, la farine et quelque chose de neuf. Le soir, Thomas m'a demandé si je voulais l'accompagner à un gala de marque dans un hôtel de l'avenue Marceau. Ce n'est pas obligatoire, a-t-il ajouté en remontant sa manche, mais ça m'aiderait d'avoir à mes côtés quelqu'un qui comprend quand il faut tenir un sourire. J'ai accepté. En me coiffant, j'ai trouvé sur mon cou juste là où il finit une rougeur discrète, une mémoire. J'ai mis un foulard de soie. Les miroirs, dans les ascenseurs, sont impitoyables avec les gens qui essaient d'être honnêtes. Au gala, l'odeur des fleurs coupées se mêlait au champagne. J'ai reconnu à 3 tables de la nôtre la tubéreuse du reçu froissé. Elle portait une robe verte et la langue facile. Il ne se cachait pas vraiment, ça aurait été indélicat de faire semblant de ne pas me voir. Thomas a fait avec sa bouche ce rictus qui a toujours servi de coussin à ses mensonges. À cet instant, j'ai senti que quelque chose en moi, très ancien, cessait de négocier. Il en couvrait l'événement pour un magazine. Il m'a vu, puis s'est détourné avec cette élégance qui sait disparaître. Plus tard, au vestiaire, il m'a glissé la main sur l'avant-bras, très légèrement comme on remet une manche en place. « Tu veux de l'air » a-t-il soufflé. J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis par une porte de service. Paris respirait dehors, les taxis tenaient la ville comme une rumeur. Je lui ai tendu mon foulard. Il l'a rangé dans sa poche sans poser de questions. Les jours suivants se sont organisés comme de petites marches. Il n'y a pas eu de scène, pas d'aveu spectaculaire. Je n'aime pas les gestes qui demandent qu'on les regarde de loin. J'ai déposé sur la table de la cuisine, un matin, le ticket froissé et un morceau de papier où j'avais écrit « On ne répare pas un mensonge, on arrête de l'alimenter ». Thomas l'a lu, n'a pas nié. Il a proposé de prendre l'air chacun de son côté, avec ce ton administratif qui lui sert de pudeur. Il a pris un sac. La porte a claqué comme un livre. Avec Ilan, l'espace s'est ouvert sans bruit. Je ne suis pas devenue une autre, j'ai cessé d'être une femme qui attend que les secondes s'excusent de passer. Nos rendez-vous avaient la clarté d'une page blanche. Il m'embrassait souvent sans chercher à aller plus loin, et parfois sa main passait sur ma peau comme un fil de soie qu'on vérifie là, au creux des reins ou sur l'échine, ou le long de la clavicule, ces territoires qu'on oublie quand on ne les nomme plus. Nous apprenions un langage sans alphabet, nos respirations comme ponctuation, nos regards comme verbes. Une nuit, il m'a invité à la piscine de son immeuble, l'eau était vide, bleue comme un mot fidèle. Je n'avais qu'un maillot sage noir. L'eau a collé ma nuque, mes épaules, mon ventre, j'ai eu l'impression d'habiter enfin mon propre corps, pas la silhouette que je présente aux vitrines. Il en nageait lentement, revenait vers moi, son sourire en suspension. Il m'a soulevée dans l'eau sans effort, je me suis sentie légère et solide à la fois. Nous nous sommes collés front contre front, lèvres contre lèvres, dans une étreinte que la surface rendait pudique et entière. Le lendemain, au studio, il m'a montré une photo de moi qu'il avait prise sans que je m'en rende compte. Je riais tête en arrière et ma main posée sur ma gorge disait merci. J'ai voulu la détester, on n'aime pas toujours la preuve du bonheur quand on sait ce qu'elle coûte, et je l'ai aimée au point d'en avoir le vertige. Il m'a demandé si je voulais qu'il la développe pour moi. Oui, mais dans un cadre simple, ai-je dit professionnel jusque dans mes abandons.
Nous avons choisi un bois clair, un passe-partout ivoire. Le soir, je suis rend. Thomas m'a écrit des messages corrects, il m'a proposé des cafés pour parler posément. J'ai accepté une fois. Nous nous sommes assis à la terrasse d'un bar où le sucre colle aux tables. Il avait mauvaise mine, ou alors ses traits m'étaient devenus étrangers. Je ne t'ai pas respecté, dit-il. J'ai cru que l'envie était une météo et qu'on pouvait la suivre sans parapluie. J'ai hoché la tête, je n'avais pas envie de tenir son absolution entre mes doigts. J'ai dit que je ne savais pas ce que nous devrions faire dans un mois, dans 6, que je savais seulement vous. Il ne m'a jamais demandé où ça allait. Il connaissait la géographie des rives, on peut marcher longtemps en bordure, les chaussures boueuses, le cœur clair. Un soir, il a ouvert un tiroir et m'a tendu une petite clé. Ce n'est pas une promesse, c'est un accès, a-t-il dit avec ce sérieux simple que j'aime. Je l'ai accrochée à une chaînette fine autour de mon cou. La clé s'est posée contre ma peau comme une virgule. Dans l'atelier, j'ai recommencé à réparer avec une précision nouvelle. Mes clients disaient que mes montres battaient plus rond, je crois que c'est moi qui respirais mieux. À midi parfois, il en passait m'apporter un croissant encore tiède. Nous le mangions au fond de la boutique, debout, sans se presser, et nos doigts beurrés de miettes se lavaient l'un l'autre plus tard sous l'eau froide du petit lavabo. Je me surprenais à aimer ces gestes modestes avec une intensité que je n'avais jamais osé accorder aux évidences. Un dimanche, nous avons pris le train pour la mer. Il faisait un vent d'enfant, celui qui décoiffe et pardonne. Nous avons marché sur la plage en parlant peu. Je me suis assise sur un blocos tagué de phrases qui voulaient trop. Il a posé son manteau derrière mon dos. Il m'a embrassé longtemps jusqu'à ce que le ciel oublie sa couleur. Il n'y avait rien à censurer de nous, deux adultes qui savent se tenir et se tenir bon. Ma peau avait des frissons politesse, mes mains apprenaient à ne pas serrer trop fort ce qui se donne. Je ne sais pas encore comment se termine cette histoire, peut-être parce qu'elle commence seulement à être à sa place. Thomas a retrouvé un appartement à 10 minutes à pied du mien. Nous nous croisons parfois au marché, il me demande si je dors bien, je lui réponds que oui, je ne lui demande rien d'égal. Il n'a plus ce parfum de tubéreuse, ou alors c'est moi qui ne le sens plus. Chez Ilan, au-dessus du canapé, nous avons accroché ma photo dans son cadre clair. À côté, un clou vide attend autre chose, un horizon, une phrase qu'on osera garder. Parfois la nuit, je me réveille avec la sensation d'un tic-tac très proche. Ce n'est pas une montre, c'est ma poitrine. Je pose la paume dessus comme on calme un oiseau. Il endort, sa main cherchant la mienne avec l'assurance d'un aveugle qui connaît la maison. Je me rendors en pensant à tout ce qui ne s'est pas perdu, ma nuque, ma voix, la façon dont je marche désormais. On dit que l'adultère est une brûlure, une marque au fer rouge. Pour moi, c'est une cicatrice fine, presque invisible, mais devenue sensible à la pluie. Elle me rappelle de rentrer avant l'averse ou d'aimer être mouillé selon les soirs. À l'atelier, quand je tends à un client sa montre enfin guérie, je lui dis « Écoutez-la. Si vous forcez, elle se cabre. Si vous la laissez, elle vous suit. » Je me dis la même chose en silence. Je n'ai pas rendu la clé. Je n'ai pas non plus fermement décidé de rester. Je marche, je regarde, j'embrasse quand mon corps sait mieux que mes phrases. Les horloges à la maison se sont remises à l'heure d'elles-mêmes. Il faut croire qu'elles attendaient qu'on arrête nous de retarder. Et quand la nuit se pose sur Paris comme une soie tiède, j'ouvre la fenêtre, j'offre mes poignets à l'air, ce léger frisson qui traverse net, et dit seulement « Tu es vivante, Élise, et tu avances à ton tempo ».